Bien, merci. Merci d'abord à David de me donner l'opportunité de parler. Alors, je vous promets qu'on ne s'est pas du tout concerté avec les Aurélie pour ce cas clinique que j'avais mis au point il y a 6 mois, mais qui va répondre complètement aux questions qui ont été posées là. Et je prends la parole ce soir non seulement en tant qu'endocrinologue spécialiste de l'obésité, mais également en tant que praticien comportementaliste affilié à l'Association française des thérapies comportementales, parce qu'Aurélie l'a dit, je pense que c'est réellement un problème qui dépasse la diététique seule, et ça fait vraiment la différence entre diététique et nutrition. Alors, pour illustrer ça, Madame C, 42 ans, elle est médecin, elle n'a pas d'antécédents, l'IMC max 45, de comorbidité classique comme vous le voyez. Son histoire, elle vivait à Paris au début, personne n'est parfait comme moi. À 18 ans, elle pesait 67 kilos pour 1m72. Et puis à l'époque, alors à son époque, le régime en vogue, c'était celui du professeur Kreff à l'hôpital Saint-Michel, grand nutritionniste des sportifs, parce qu'elle avait pris 3 kilos en vacances après le bac. En PCEM1, après ce régime, elle prend 20 kilos. Heureusement pour elle quand même, elle l'a eu. Donc elle passe en P2, comme tout étudiant en médecine, à part les nombreux régimes, elle a accès à du lévothyrox qu'elle a essayé. Elle a même essayé le ballonnet gastrique à l'époque où c'était un essai clinique. Puis à 34 ans, finalement, en 2005, chirurgie envisagée à la Pitié, dans l'équipe de Laurent Hanoun. En bilan pré-op, on découvre un SAOS sévère, elle est appareillée, elle a un prédiabète et de très nombreuses compulsions, des vraies compulsions. Quasiment un binge eating, même si à l'époque on en parlait moins. Il y a eu une prise en charge psy initiée qui a été un échec. La RCP de la Pitié, justement, comme tu en parlais, du fait d'une part des troubles de la glycorégulation et d'autre part du fait des compulsions, on retient l'indication de bypass. Elle est opérée en février 2006. Comment ça évolue? Pardon. Elle perd 46 kilos sur 2 ans, elle prend bien ses supplémentations, des bilans réguliers, une grossesse en 2007 qui a été l'occasion vraiment de toute façon, on ne l'aurait pas laissé tomber enceinte sans une supplémentation bien menée, une activité physique régulière, tennis, vélo, une alimentation bien régulière, 3 repas, une collation, la patiente idéale. Elle maintient ça sur 2 ans, elle s'installe dans l'Hérault, elle poursuit son activité physique, elle a un deuxième enfant, tout le poids de la grossesse est reperdu, l'idéal. Puis en 2010, elle reprend 15 kilos. Bon. Faut savoir qu'elle avait repris ses grignotages en 2007. Mais malgré tout, elle a repris son poids entre 2009 et 2010. Elle arrête les grignotages, aucun effet sur le poids. J'insiste, ce n'était pas des compulsions, c'était des grignotages tels qu'ils ont été définis par les Aurélie. Elle consulte un médecin nutritionniste parce que ce n'est pas du tout son domaine, qui lui conseille de rééquilibrer son alimentation, les associations, les trucs qu'il faut éviter, parce que la viande et les féculents ensemble, ça fait grossir. Et d'augmenter son activité physique qui était déjà conséquente. C'est un beau succès, elle perd 1 kilo sur 3 mois. Et justement, eh ben, avec tout ça, elle angoisse tellement que le stress, la peur de grossir, l'amène à reprendre ses compulsions. Elle reprend 20 kilos jusqu'à ce que je la vois en juin 2012. Je la vois, elle pèse 102 kilos pour 1m72. Je caractérise son comportement alimentaire. Elle me dit qu'elle fait 3 repas par jour parce que c'est la base. Elle prend sa collation. Elle fait plus des grignotages machinaux, ordinateur, télé, les petits grignotages qu'on appelle les snacking. Voilà, et elle a des compulsions typiques quotidiennes en après-midi ou en soirée, et les vraies compulsions. Par ailleurs, quand on l'interroge un peu plus, elle ne distingue pas du tout la faim et l'envie, elle ne l'a jamais distinguée. Elle s'arrête à satiété, comme elle dit, mais quand je lui demande, mais c'est quoi pour vous la satiété? Ah ben c'est quand je suis pleine ou quand je suis écœurée. Okay, elle poursuit son activité physique, comme elle le dit elle-même. Son activité physique, c'est son Prozac. Les échelles psychométriques nous montrent une dépression modérée qui prédomine aux surprises sur l'image de soi. Les questionnaires que j'utilise du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids montrent une restriction cognitive sévère, un corps mal aimé et une réponse dite alimentaire aux émotions. Le bilan de cause organique de reprise de poids est bien sûr, comme c'est très souvent le cas, négatif. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait justement? À quoi ça ressemble une préparation, entre guillemets, nutritionnelle ou comportementale? Parce que là, on a finalement le cas de quoi? D'une patiente qui n'a pas été préparée et qui, vous l'avez vu, est en échec de quoi? De bypass. Qu'est-ce qu'on propose comme geste chirurgical derrière? On ne va pas refaire une DBP derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et Aurélie vous en a parlé tout à l'heure. Le premier objectif chez ce genre de patiente, c'est la réduction des compulsions. Il y a 2 possibilités, soit des fortes doses de fluoxétine, de Prozac, 3 à 4 par jour, donc 80 mg par jour, ou les techniques issues des thérapies cognitives et comportementales que j'appellerai TCC dans la suite de l'exposé, sinon c'est trop long. Elle a choisi la méthode d'exposition. Comment ça se passe cette méthode?
On apprend déjà aux patients une relaxation rapide en situation. Puis l'exposition, c'est quoi? C'est tu as envie de faire une compulsion, c'est très bien. Tu te poses et tu vas voir que l'envie, au bout de 90 minutes maximum, parce que notre cerveau est ainsi fait, elle va disparaître, elle va être réduite à zéro. Mais les 90 minutes, croyez-moi, ça ressemble à 9 mois pour eux. Donc, on voit la technique ensemble, elle commence. J1, ça dure 90 minutes, elle fait une attaque de panique, mais elle tient le coup. Vous avez l'évolution. J2, elle fait l'envie, dure 40 minutes. J3 aussi. J4, elle ne fait pas de crise. J5, ça dure 30 minutes. S'ensuit une période de 4 jours sans crise alors qu'elle en faisait tous les jours. J11, elle en fait une de 20 minutes. Et ensuite, pendant à peu près 19 jours, elle n'en fait pas. Donc, forcément, en diminuant les apports caloriques dus aux compulsions, elle perd 5 kilos le premier mois. Les compulsions sont réduites à une par semaine. Il est très probable qu'on n'aura plus de bénéfice pondéral à ces dernières compulsions une fois par semaine. Donc là, on débute le travail sur la fameuse restriction cognitive. Et comment on apprend la faim et la satiété aux gens? C'est simple, on réalise une exposition, encore une fois. C'est quoi une exposition? On explique ce que c'est et on leur demande pendant 30 jours de le faire. De le faire à fond. Dans 30 jours, ils peuvent revenir me casser la figure si je leur ai fait vivre un mois d'enfer, mais ce n'est pas grave. Pendant 30 jours, ils le font. Donc dans son cas... Ah, pardon. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Une diapo en arrière, la régie? Merci. Donc, consulte 5 à 8, c'est des consultations mensuelles, comme vous l'a dit Aurélie Liétard. Les sensations alimentaires évoluent. La faim, elle l'acquiert très rapidement en 30 jours. La satiété a nécessité des petites techniques. Un modeling, c'est-à-dire qu'ensemble, on a dégusté un morceau de chocolat. Et je lui ai montré un petit peu comment pouvaient évoluer en bouche les sensations, qui rapprochent du rassasiement. Et la méthode des yeux bandés, c'est ce que j'utilise personnellement pour traiter ce que j'appelle les problèmes de portion minimale inconsciente, que vous connaissez sous le nom des yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire, en gros, il y a des patients, ils imaginent qu'il y a une portion de toute façon minimale en dessous de laquelle ils ne peuvent même pas imaginer que ça peut leur suffire. Donc ils vont commencer à être attentifs à leurs sensations après avoir mangé cette portion-là. Donc en général, la meilleure façon de faire, c'est je leur fais manger quelques repas les yeux bandés avec l'aide de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a dans leur assiette. Ils le mangent plus lentement forcément, sinon ils s'en mettent partout. Et ensuite, quand ils se sentent rassasiés, je demande à la famille qu'elle enlève l'assiette, qu'elle prenne en photo avant-après. Et ils voient de leurs yeux qu'ils ont été rassasiés avec une portion, mais dont ils n'imaginaient même pas que ça pouvait leur suffire. Et enfin, les grignotages, ce n'est pas quelque chose qui est forcément pathologique. Quelquefois même, ça peut être des éléments indispensables à l'équilibre au quotidien. Et on peut les réintroduire à condition, comme tu l'as dit, Aurélie S., que ça en vale la peine. La 10e consultation, le mois dernier, elle avait perdu 25 kilos. Et suite à un palier de 2 mois, suite à une période de stress professionnel, des événements de vie douloureux, et elle a appris à se satisfaire du maintien de son poids, uniquement du maintien pendant cette période. Donc que retenir de ce cas clinique? Que les échecs de la chirurgie, la reprise de poids, on a un traitement logique pour ça. De toute façon, la reprise de poids, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'on mange plus de calories qu'on en brûle. Donc on pourrait dire théoriquement, voilà, si ce n'est pas chirurgical, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les apports, augmenter les dépenses, le traitement de l'obésité, traiter les complications, surveiller et faire un régime de maintien. Ça, c'est le monde des bisounours, on est tous d'accord. C'est ce qui a été essayé pendant longtemps, ce qui est encore pratiqué par certaines personnes, on sait tous que ça, c'est des beaux principes, mais appliqués tels quels, ça ne marche pas. Tout repose là-dessus. Donc justement, vous demandiez ce qu'était la restriction cognitive sur le pondérostat, c'est-à-dire l'équilibre énergétique, c'est des homéostasiques comme les autres. Et le corps connaît, il y a un poids véritablement génétiquement déterminé, qui est régulé par des signaux, par des mécanismes internes qui sont la variation de la dépense énergétique, qui a bien sûr ses limites, et par des signaux externes qui sont la faim, le rassasiement, qui est la transition entre la faim, et l'état de non-faim, qui est la satiété. Et en général, le corps, il se démerde très bien dès l'âge du nouveau-né. C'est-à-dire quand on manque de réserve, eh bien, le corps il stimule la faim et diminue la satiété. Quand on a mangé un peu trop pendant une période, il diminue la faim, il augmente la satiété. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Et quand je parle de dépenses ou d'augmentation calorique, je parle vraiment de calories. Et il faut qu'on soit bien tous d'accord, même si il persiste des fois des doutes qui sont plus idéologiques à mon sens que véritablement scientifiquement fondés. D'accord? C'est quoi? Ça rappelle sûrement des très très bons souvenirs à beaucoup d'entre vous. C'est la chaîne respiratoire qui... c'est bloqué. Voilà, c'est la chaîne respiratoire qui suit le cycle de Krebs. Et je vous rappelle que le cycle de Krebs, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est un machin qui s'appelle acétyl-CoA, qui est issu de la dégradation des glucides, des lipides et des protides. Donc il n'y a pas un acétyl-CoA gras, un autre sucré, un autre salé. C'est que de toute façon,
quoi qu'on mange, ce qui détermine la masse grasse, ce qui détermine, c'est bien le nombre de calories. Donc, un petit exemple, s'il y en a qui pensent qu'il y a un impact pondéral différent entre 500 calories de rillettes, de Mars, de Nutella, de fruits et légumes bio, de yaourt à 0%, vu qu'ils finissent tous en acétyl-CoA, ils se trompent. Donc on est bien tous d'accord que si le corps a besoin de 500 calories au cours d'un repas, si on mange 400 calories de frites, de rillettes, de Mars, de Nutella, ben il en manque 100, ils vont venir de la réserve et on va perdre de la réserve. Si on mange 600 calories de fruits et légumes bio, il y a 100 calories de trop. Les 100 calories, il n'y a pas de mystère, ils se transforment en graisse, on reprend du poids. D'accord ? Donc une reprise de poids, et ça, donc je pense aux échecs de la chirurgie, c'est causé que par un excès de calories par rapport aux dépenses. Rien que des calories, uniquement des calories, il n'y a pas de calories de plume, il n'y a pas de calories de plomb. Donc en général, pour rester gros, c'est tout simplement, pourquoi les gens restent en surpoids, c'est que leurs mécanismes de régulation sont dépassés. En général, les moyens internes y fonctionnent, il y a très peu de pathologies, il doit y avoir une centaine de cas dans le monde de mutation des hormones régulatrices, mais c'est généralement la faim, la satiété qui sont perturbées. Et là où finalement moins de calories devraient logiquement entrer, puisqu'ils ont une réserve augmentée, eh ben, il y a des calories inutiles qui se frayent un chemin. Voilà, et c'est comme ça que le surpoids s'entretient. Alors quand je parle de calories inutiles, il faut faire très attention. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à rétablir un comportement alimentaire régulé. Et un comportement normal, ce n'est pas de manger moins gras, moins salé, moins sucré, 5 fruits et légumes par jour, et 3 laitages par jour. C'est de manger uniquement quand on a faim, de s'arrêter aussitôt rassasié, le vrai rassasiement, la vraie faim, de manger de tout sans culpabiliser, avec plaisir en respectant ses appétits spécifiques, et transgresser ses signaux quand il s'agit d'un véritable plaisir, auquel cas le corps va compenser sans aucun problème. Alors bien entendu, si on parle de... Vous nous posiez tout à l'heure la question, vous nous posiez, qu'est-ce que c'est que la restriction cognitive? Je vais vous donner un synonyme que vous allez très vite comprendre, c'est le mot régime. Parce que la restriction cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est une intention. L'intention de contrôler ses apports dans le but de contrôler son poids. Ça, c'est la définition officielle des deux psychologues Herman et Polivy dans les années 70. Et cette intention n'implique pas que les apports sont effectivement contrôlés et que le poids est effectivement contrôlé. Il y a plusieurs phases qui sont caractérisées par une non prise en compte des signaux de faim et satiété qui sont remplacées par des croyances sur l'alimentation, sur des habitudes et sur des émotions ressenties. Et le plus beau modèle expérimental de restriction cognitive, c'est les régimes, même le régime équilibré, hypocalorique, prôné par une grande partie du corps médical. Et ça commence comment? Par le fait qu'il existe sûrement une bonne manière de manger saine et équilibrée. On ne vous dit pas ce que c'est, mais c'est dans tous les magazines. Du coup, les gens font un peu attention, sans plus. Ils se disent en rigolant, oh, j'abuse quand même, les petites blagues entre copains, entre copines. Mais une fois que les premiers kilos sont pris un peu plus, ou qui s'accrochent depuis plus longtemps, eh ben, ça va donner quoi? Au début, c'est tranquille. Tout le monde a fait ça. Hein, on sait très bien qu'on a faim ou pas, mais on s'en fout. On va appliquer bien ce qu'on nous a dit de faire. Et le résultat, ça va finalement, au bout d'un moment, je n'ai pas le temps de tout vous détailler, induire des émotions qui n'existaient pas, que vous avez ici. Et justement, le but du jeu, c'est que ces émotions, ensuite, elles vont entrer dans un cercle vicieux que je vais vous dessiner en conclusion et que tout le monde va reconnaître. C'est tout simplement, quand je fais un régime, il y a des règles de bon sens. 3 repas par jour, ne pas grignoter. Il y a des aliments que je peux manger à volonté, d'autres limités, d'autres interdits. J'évite les pièges, donc j'évite les placards, j'évite la boulangerie, j'évite les restos, j'évite même des invitations. Et quand j'ai craqué, parce que je vous jure, dans les régimes, il arrive qu'on craque, eh ben, c'est pas grave, je compense. Je prends une salade verte et 2 gouttes d'huile, puis je fais 40 pompes pour brûler les 2 gouttes d'huile par les calories excessives qu'elles m'ont apportées. On en rigole, mais personnellement, je vois pas trop la différence entre une boulimique qui se fait vomir et quelqu'un qui compense comme ça. Dans les deux cas, c'est une purge. Il n'y a que le moyen qui est moins dégueulasse et moins dangereux pour la santé. Le principe est le même, c'est une purge. Donc au début, les gens, ils recommencent ça, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont entrer dans ce genre de cognition, plutôt crever que reprendre du poids. Ils vont distinguer des aliments autorisés et interdits. Les aliments autorisés, ils vont les manger pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont peur de craquer, peur d'avoir faim, peur de grossir. Ils vont trop manger, et là, ils prennent du poids. Les aliments interdits, ils vont craquer, il va y avoir des compulsions. Dans tous les cas, ils vont regrossir à cause de ça. Et plus ils vont grossir, plus ils vont se dire plutôt crever que reprendre du poids. Et vous voyez les cercles vicieux qui se dessinent à ce moment-là. Et c'est ce qui est arrivé à cette patiente. Donc en conclusion, je ne sais pas si ça... Non, c'est un peu coupé en haut. La conclusion du coup, c'est quand on fait un régime, ben, si je résume l'histoire que je viens de faire, c'est on grossit. Et quand on grossit, le réflexe, c'est de se restreindre à nouveau. Et pendant ce temps-là, voilà ce qui arrive à la masse grasse, c'est le fameux effet yo-yo.
Donc c'est exactement ce qui était arrivé à cette patiente. Et si on avait continué dans la spirale à lui dire « faut manger moins, bouger plus, aller voir la diète, aller voir l'active physicienne ou le kiné », je pense qu'on aurait fini par aggraver le problème. Donc voilà, et en conclusion, finalement, c'est un petit peu une invitation. C'est que je pense que notre formation de nutritionniste, si on n'avait pas une formation complémentaire, elle ne servirait pas à grand-chose dans ce cas-là. Moi qui me suis formé aux thérapies cognitives et comportementales sans en faire les 3 ans, je pense que c'est un outil fabuleux dans tous les domaines, en particulier du comportement alimentaire, et qui, j'espère vous l'avoir montré ce soir, par des techniques qui ne sont pas mystiques, peuvent véritablement aider les patients, y compris ceux qui sont en échec de bypass. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle sur ce sujet qui, finalement, un cas clinique ne fait pas tous les cas cliniques, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question en t'entendant, en disant, finalement, si elle t'avait rencontré avant d'aller à la Pitié-Salpêtrière, est-ce qu'elle aurait eu un bypass? Et finalement, est-ce qu'il y a de la place pour de la chirurgie? Donc le débat est ouvert, je provoque bien évidemment. Ouais, Edouard, d'abord, je voudrais te dire que j'ai été vraiment passionné par ton intervention. Mais c'est remarquable parce que ça s'attaque vraiment à la racine du mal, j'allais dire, hein, le fond du problème. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant. Mais il y a des aspects pratiques qui doivent vraiment limiter cette approche. Et moi, dans ma question, j'en avais 2. C'est premièrement, quand tu reçois une consultation, tu vas appliquer les méthodes de prise en charge cognitivo-comportementale. Quel temps moyen tu passes pour une consultation près d'un patient? Et 2, est-ce que cette technique, elle n'est pas réservée aux gens qui sont, excusez-moi si c'est violent, hein, mais suffisamment intelligents pour que ce travail soit efficace? Et c'est 2 limites que j'entrevois, hein, même si je n'ai pas encore écouté ta réponse. 2 questions super, parce que c'est exactement les a priori qu'on peut avoir. La première réponse, elle est très simple. 30 minutes la première consultation, 20 minutes les consultes de suivi. Première chose. C'est comme un entraînement. Je pense que la première fois qu'on fait n'importe quelle technique chirurgicale, on y passe plus de temps que par la suite. Il y a un temps incompressible, d'accord, en dessous duquel on ne peut pas passer, mais c'est comme tout. Plus on le fait, mieux on le fait. Ce n'est pas des trucs mystiques. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est parfaitement intégrable dans une consultation. Je rappelle aux gens que je suis en secteur 1, je ne prends pas de dépassement. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on pourrait croire, ce que tu dis, que c'est réservé au bac+10. Les thérapies comportementales et cognitives, elles sont dans l'application extrêmement simples. Elles sont dures à comprendre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à les comprendre du fait de leur extrême simplicité. En fait, le principe, c'est comme la méthode d'exposition. L'exposition, tu n'as pas à aller au fond du fond des choses dans l'enfance. L'exposition pour quelqu'un qui a une phobie, tu le prépares parce que ça peut sinon être un peu violent. Quelqu'un qui a une phobie de l'eau, tu le prépares à aller dans l'eau, il voit qu'il n'est pas mort, le cerveau, il réagit comme ça. Tu n'as pas à lui expliquer ce qui se passe de façon très complexe. Il le vit, il le voit, point. Donc non, ce n'est pas du tout, réservé à des bacs +10. Et je vais te dire une dernière chose pour conclure, c'est qu'il y a 4 ans ou 5 ans, quand j'ai commencé à en faire, il y a des cas où ça ne marchait pas, je me dis, il y a des gens pour qui il faut le faire et des gens chez qui ça ne marche pas. C'est faux, c'était même complètement un manque d'humilité, c'était que simplement, je n'avais pas assez de bouteilles pour débrouiller certaines situations difficiles qui se débrouillent de mieux en mieux au fur et à mesure que mon expérience grandit. Donc je pense que véritablement, il y a peut-être des gens qui n'y ont pas accès, mais il y a beaucoup de gens, on pense, qui n'y ont pas accès, qui pourraient en bénéficier. J'espère que j'ai répondu. D'autres questions? Bon, il faut quand même rappeler, hein, Edouard, même si c'est très intéressant, bien sûr, tout ce que tu nous dis, quand même que dans les évaluations médico-économiques qui ont été faites sur le sujet qui nous aborde, les TCC ont été pris en compte, ont montré leurs effets, mais ont montré des effets globalement en population globale moins intéressantes que la prise en charge médico-chirurgicale de l'obésité. Je pense alors, 2 choses, parce qu'après il y a les cas cliniques suivants, mais 2 choses pour rebondir sur ce que tu dis. Premièrement, je pense qu'elles ne s'opposent pas, je pense qu'elles se complètent totalement. Donc je pense qu'il ne faut pas les opposer les unes aux autres. C'est la première chose. La deuxième, je pense que l'obésité grade 2, grade 3, c'est une autre maladie que l'obésité grade 1. On sait très bien, les recherches récentes ont montré qu'il y a un effet cliqué sur l'augmentation de la masse grasse, qui fait que clairement, des fois, on ne peut pas atteindre le poids d'équilibre génétique qui protège des complications sans chirurgie. Ça, j'en suis convaincu. Et enfin, la troisième chose, c'est que les TCC, telles qu'elles ont été évaluées, c'est un outil, les TCC, elles visaient à ce que les gens adhèrent à des régimes. Mais ce n'est pas la technique qui était mauvaise, c'est l'objectif proposé qui était mauvais. C'est-à-dire on voulait absolument forcer les gens à faire 3 repas par jour, bien réguliers. Voilà.
L'objectif, si c'est de retrouver un comportement alimentaire régulé, il n'y a pas encore eu de publication dessus, vu que la première, c'est notre équipe qui l'a présentée au congrès de la SFD sur des diabétiques, et c'était une étude pilote. Donc il n'y a eu aucune étude, pour l'instant, qui valide de façon solide et gold standard cette façon de faire. Merci Edouard. Donc on va passer à la prochaine Merci. présentation.